Vas-y. Bonsoir à tous et merci d'être venus pour cette table ronde autour de l'art et de la drogue, ou pour parler donc de tous ces thèmes. Nous avons donc 4 invités, donc Jeanne Suplugas qui est une artiste qui travaille sur les pharmacopées modernes, Antoine Perper qui a été le commissaire de l'exposition Sous influence artistes et psychotropes à la Maison Rouge, Clément Thibault qui est commissaire d'exposition et critique d'art, et enfin Christopher Drescher qui est un événement d'organisation d'événements musicaux avec Ellipse. Donc pour commencer, nous voulons souligner que dans le milieu de l'art comme dans l'industrie musicale, la consommation de psychotropes est un phénomène très courant, parfois décrié, parfois plébiscité. Et cela peut paraître naïf, mais pour commencer, nous voulons savoir si en 2019, les artistes prennent encore beaucoup de drogue pour créer. Il y a des artistes dans la salle? Je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas tous les artistes et leurs pratiques privées ou semi-publiques. Dans le monde de la musique, sans doute. Bon, je vais peut-être faire un petit truc d'abord sur les drogues. Parce que dans le texte, on dit la drogue, et je crois qu'il ne faut vraiment pas dire la drogue, il faut dire les drogues, il faut dire même plus les psychotropes. Il y a plusieurs classes de produits. Moi, je distingue à peu près 4. Il y a l'alcool. Enfin, c'est 4 produits qui sont des produits addictifs, en fait. Il y a l'alcool, il y a les opiacés, les psychostimulants, cocaïne, amphétamine, et il y a le tabac. Ça, c'est les 4 classes de produits qui sont psychotropes qui peuvent vous rendre accro, addict. Et par rapport à l'art, les produits sont très très différents. L'alcool, c'est beaucoup consommé, ça a été beaucoup consommé. Il y a eu plein d'artistes alcooliques, Pollock, Vlaminck, tout un tas de gens qui consomment beaucoup d'alcool, comme la société de l'époque, comme la société encore actuellement maintenant. L'alcool, qu'est-ce qu'il fait comme effet? Il est surtout... il est dans un premier temps désinhibiteur, donc on va pouvoir éventuellement produire des œuvres en se lâchant un peu, mais après l'ivresse est à mon avis très peu productive, et puis quand on est sous, on ne produit plus grand chose. Les opiacés, alors ils vous mettent dans un état, ils diminuent le seuil de la conscience jusqu'à l'extinction de la conscience, c'est sur les overdoses. Et donc c'est plutôt une mise dans un état de rêve, et surtout de non-sensation, de non-douleur, on n'est plus touché par les éléments extérieurs. Et donc ça aussi, c'est pas très productif. Il n'y a pas beaucoup d'artistes qui ont créé, enfin je ne connais quasiment pas, sous héroïne. Alors ça n'empêche pas des pratiques de prise de produits en dehors par rapport à sa propre personnalité, mais dans le cadre de la création, ça me paraît, les opiacés sont un peu incompatibles avec la créativité, enfin avec la création, la pratique de la créativité. Ensuite, il y a les amphétamines, cocaïne. Alors ça a été beaucoup utilisé parce que ça vous rend extrêmement productif. C'est-à-dire vous faites 10 tableaux, je vais en faire un, dans un tas de milieux comme ça, c'est beaucoup utilisé pour produire plus. Mais je pense qu'on peut dire que ça ne produit pas mieux, ça produit plus, mais ça ne change pas la qualité, ça va changer la quantité. Vous allez bosser pendant 48 heures, 3 jours, 4 jours, mais fondamentalement, je ne pense pas que ça donne vraiment accès à un imaginaire très particulier. C'est plutôt la quantité de production. Et puis les hallucinogènes, alors qui eux aussi ont été beaucoup utilisés, surtout depuis les années 60, enfin 50, avec la découverte du LSD, des hallucinogènes. Ça, par contre, c'est extrêmement productif parce qu'on a vraiment beaucoup d'images, beaucoup de sensations différentes de son état habituel. Le second problème, c'est qu'on a tellement de sensations, ça va tellement vite, c'est tellement riche en images surtout, qu'en fait, on n'arrive pas à produire. Et sous hallucinogène, vous produisez... pensez produire énormément, et des choses très originales, mais en fait, quand le trip s'estompe,
vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément produit, vous n'avez pas réussi à transmettre ça. Le plus caractéristique, les artistes qui ont pris des produits dans le cadre d'une expérience de création, c'est Henri Michaud, et dans toute l'œuvre, sous l'escalier, sous psilocybine, sous la chiche, prouve, il le dit et les œuvres le prouvent, qu'il ne réussit absolument pas à exprimer, à mettre en forme ce qu'il a vu dans sa tête. Donc voilà, mais par contre, ces produits-là, en effet, vous donnent accès à un imaginaire extrêmement impressionnant, foisonnant et tout ça. Donc voilà, c'est pour dire que le fonctionnement des psychotropes par rapport aux arts, il y a vraiment des différences en fonction des produits et en fonction du moment socio-culturel dans lequel ils sont pris, dans lequel on travaille. Il y a des époques où c'était vraiment l'alcool, il y a eu une grande époque de l'opium. Il y a un bouquin de Jean Cocteau qui était extraordinaire là-dessus, que je conseille, c'est Opium, le journal d'une désintoxication de 1925, où il parle il est en cure de désinto parce qu'il est en fait opiumane. Et pendant sa cure de désinto, il est hospitalisé dans une clinique privée qui lui est financée par, je crois, la vicomtesse de Noailles. Et il produit beaucoup de. Enfin, il décrit tout ce qui lui passe par la tête pendant sa désintoxication. Et il dessine. Et dans ce bouquin, il y a une cinquantaine de dessins qui sont assez extraordinaires sur le fonctionnement de l'opium sur la personnalité et dans le cerveau. Donc voilà, c'est vraiment très très dépendant du milieu socio-culturel, de la personnalité sous-jacente des artistes. Il y a des artistes qui n'ont pas besoin de rajouter des psychotropes à leur capacité à accès à leur imaginaire, qui se débrouillent autrement, qui se débrouillent par le travail, par des rituels, par des mises en condition très variables. C'est ça que vous voyez dans tous les domaines de créativité. Les écrivains qui vont se mettre à travailler 8h midi, 2h, 6h, tous les jours. D'autres, Nathalie Sarraud qui travaille dans un bistrot, en fumée, au fond d'un bistrot. Comment il s'appelle, Miro, qui décrit qu'il avait des hallucinations parce qu'il avait faim, en fait, parce qu'à un moment, il était un peu dans la misère, et donc la faim lui procurait des hallucinations. On dit que Mondrian dansait devant ses toiles, alors qu'on voit que ces toiles ne sont pas particulièrement expressionnistes des relations physiques, du physique. Donc, puis il y en a un autre, Picabia aussi, un petit peu mal d'opium. Tous les artistes ont essayé essayent de mettre au point des techniques personnelles pour accéder à leur imaginaire. Donc ça, il n'y a pas raison que ça s'arrête. Hein. Tous les artistes, c'est d'accéder à l'imaginaire, à leur imaginaire propre, et à le mettre en forme. Donc c'est pas évident. C'est même franchement difficile. Donc voilà, chacun se débrouille, chaque artiste se débrouille, le créateur se débrouille pour se mettre en condition, je pense, quelque chose comme ça. Alors c'est très personnel, et chacun arrive à mettre au point des stratégies d'accès à son imaginaire. Donc voilà, dire que les drogues, c'est pas... Il faut dire les psychotropes, parce que c'est vraiment variable en fonction des produits, en fonction de l'époque. Et en fonction de la personnalité de chacun. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison que les artistes n'essayent pas ce qu'il y a sur le marché, enfin ce qui soit à disposition, mais ce n'est pas du tout une garantie de réussite et que le boulot de la mise en forme est autrement plus difficile que d'accéder juste à son imaginaire. Je crois que ce micro ne marche pas très bien, mais bon. Juste par rapport à la question précisément, on ne peut pas y répondre parce qu'en effet on ne connaît pas tous les artistes et puis on ne rentre pas dans l'intimité des artistes. En revanche, Isabelle de Maison-Rouge, qui est historienne de l'art, a écrit un bouquin, je crois que c'est une série de livres qui s'appelle Idées reçues. Il y en a un qui s'appelle Idées reçues sur les artistes, où elle parle justement du fait qu'il y a quand même un mythe autour des artistes, que les artistes sont alcooliques, des drogues, légales ou illégales d'ailleurs. Oui. On n'a pas parlé des drogues légales. Mais en fait, par rapport au reste de la population, il n'y a pas plus de prise de drogue chez les artistes que... Voilà, donc ça je pense qu'il faut quand même préciser.
Oui, concernant les prises de drogue, je pense pas qu'il y en ait plus ou moins, effectivement, et c'est très, enfin, c'est vraiment un niveau singulier qu'il faut juger de cela. Mais c'est peut-être aussi s'intéresser sur le projet, qu'est-ce qui naît aussi d'une certaine manière. Je pense qu'il y a des artistes où la prise, on va dire, de certaines drogues, quelles que soient ces drogues, sont très marginales, appartiennent, on va dire, à quelque chose de l'ordre de l'intime. Peut-être ça les inspire, peut-être ça les inspire pas. Bon. Il y a des artistes qui vont travailler, on va dire, à partir d'un sujet. Ils vont l'utiliser en tant que sujet. On peut voir dans certains tableaux de Philippe Maillot des champignons hallucinogènes, en ce moment qui est chez Lovenbruck d'ailleurs, la galerie Lovenbruck, c'est extraordinaire, des yeux qui se multiplient, etc. Donc des visions qui sont vraiment aussi des visions d'acide. On peut avoir des artistes qui vont aussi, on va dire, l'employer comme méthode aussi. Donc on va l'utiliser comme méthode. Ça, il y a le cas que j'avais trouvé vraiment intéressant de Bruno Bottella, qui a fait un projet qui s'appelait Côte-Robe, dans lequel il avait mis en fait des principes actifs en fait à l'intérieur d'une terre qu'il modelait, et c'est par voie cutanée au bout d'un moment en fait qu'il y avait des effets en fait qui apparaissaient et qui influaient sur sa sculpture. Voilà, il y a aussi ces derniers temps, on a aussi vu apparaître un autre thème qui est assez connexe, qui va être celui du deal. De plus en plus, il y a des artistes qui vont évoquer en fait le thème social, qui va être celui du deal. Je sais pas, chez Bernard-Marie Coltès, par exemple, dans La solitude des gens de coton, on a ça. C'est le deal va devenir dans cette pièce de théâtre la métaphore des rapports interindividuels, des rapports humains, dans tout ce qu'elle compte de peur, d'angoisse, de contrôle de l'un sur l'autre, on va dire de relations tarifées, etc. Je me souviens d'une vidéo aussi de Mohamed Bourouissa, qui était sur le deal, et on voyait un homme en fait qui prenait le langage du management, qui prenait tous les concepts du management et l'appliquait en fait à la vente en fait de drogue en bas des Tessis, quoi. Et qui jouait sur cette ambivalence-là. Donc ça c'est un nouveau thème qui doit apparaître récemment en fait, parce que c'est un thème un petit peu annexe. Voilà. Écoutez, moi je pense que je peux apporter une autre approche. Venant du monde plutôt musical, aujourd'hui, enfin en tout cas dans les 10 dernières années, on assiste à l'apparition d'artistes qui font partie du public. Et donc dans la musique, on sait bien que le public consomme quand même pas mal de stupéfiants, vous avez pu peut-être le constater à Paris. Mais on a aussi cette vague d'artistes, de nouveaux artistes, et ayant un label aussi, j'ai eu la chance de pouvoir trier à travers tout cela pendant beaucoup d'heures, qui donc font partie du public, qui consomment activement beaucoup de stupéfiants et qui mêlent donc dans leur production la prise de stupéfiants. Et malheureusement, j'ai tendance à être d'accord avec vous quand vous dites que, voilà, que la prise de stupéfiants est bien pour la créativité, mais pas dans le processus créatif, parce que je reçois très souvent des démos d'artistes qui font ça complètement défoncé et qui envoient donc un truc à moitié fini ou complètement décomposé, on ne comprend rien. Et c'est dommage, parce qu'ils pourraient utiliser ce qu'ils prennent créativement tout en regardant leur côté productif. Mais le problème des artistes, c'est la mise en forme. Hein. C'est ça, exactement. C'est toujours ça. Les idées, tout le monde en a, mais après, c'est la mise en forme. Ça demande de la conscience, du travail, une conscience suffisante en tout cas, du travail, une connaissance des matériaux, de ce qu'on peut utiliser, et puis en effet le relier à la créativité qu'on a. Mais une créativité sans mise en forme, ça n'existe pas. Enfin, ça reste dans sa tête, c'est très personnel. Une mise en forme sur créativité, c'est du bon design, notamment du commerce. Donc en effet, c'est l'articulation entre les deux qui est le plus difficile, enfin, qui fait l'essence de l'art. Et l'accès à la créativité, moi, je pense qu'en effet, les artistes se débrouillent pour accéder à ça. C'est pas évident, on est plein de barrières, plein de surmoi, plein de codes et tout ça, qui fait qu'on n'accède pas, heureusement, d'ailleurs, on n'est pas tout le temps branché sur son imaginaire, tout ça. Sinon ça s'appelle, je sais pas quoi, ou la psychose, ou des vraies pathologies psychiatriques qui vous sortent du social, qui vous sortent du contexte, qui vous sortent des relations. Mais il faut faire, l'artiste, en gros, c'est faire des allers-retours. C'est essayer d'aller quelque part et voir quelque chose, et en revenir et dire, voilà, j'ai vu ça. Mais en effet, alors quand on montre ce que j'ai vu ça, si on reste près de l'analogie, enfin, de ce monde, c'est extrêmement personnel, personne n'y comprend rien.
Et si on met trop du côté le cognitif, c'est-à-dire que c'est très très expliqué, ben, du coup c'est pas très intéressant parce qu'on l'a déjà vu et puis voilà, on comprend tout et tout ça. Donc le boulot de l'artiste, c'est de se balader comme ça entre l'imaginaire absolu et la maîtrise absolue et de se situer entre les deux. Et souvent pour les artistes, dans l'histoire de l'art c'est extrêmement décrit et connu, c'est que il y a des artistes qui sortent des œuvres qui vont mettre un certain temps à être comprises et qui vont être entérinées par la société. L'exemple pour moi qui est assez emblématique, c'est Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Il est créé en 1906. Il y a quelques personnes qui le voient, dont Apollinaire, Breton, Matisse, enfin, quelques personnes. C'est exposé, je crois, en 1916, c'est-à-dire 10 ans après. C'est acheté par Jacques Doucet sur les conseils de Breton en quelque chose comme 26, 27. Ça fait déjà 20 ans pour que quelqu'un achète cet objet-là, c'est tout invraisemblable. Et ça a été acheté par le MoMA en 37 ou 39. Donc il a fallu quasiment 30 ans pour qu'une œuvre aussi qui sortait comme ça de la tête d'un jeune type de 25 ans, je crois, dans son atelier pourri au bateau lavoir, soit entérinée, soit absorbée, soit comprise, soit digérée par la société, le marché de l'art, et finissent dans un musée. Donc en effet, quelquefois les artistes sortent des choses qui sont incompréhensibles, sauf quelques personnes qui se disent, bon sang, mais ce mec il est quelque part là, et ils sentent qu'il y a un truc. Bon. Et si c'est pas vu, ben, ça restera dans l'atelier de l'artiste. Donc c'est ça le boulot de l'artiste, c'est de faire les allers-retours et montrer quelque chose. Mais il faut le montrer. Justement, il y a la mise en forme, je suis d'accord, mais comme je vois qu'il y a un public jeune, je pense qu'il faut quand même préciser qu'on peut prendre tout ce qu'on veut, mais le boulot d'un artiste c'est dur. Et le matin, il faut se lever, on travaille avec des fournisseurs, on travaille avec des galeries ou pas, on est quand même dans la vie réelle et les artistes qui ont une forme de réussite, il faudra encore définir ce qu'est la réussite, mais c'est quand même des artistes qui bossent. Alors on peut s'infliger des erreurs de bureau si on veut, chacune fait comme elle peut, mais c'est pas un boulot où on décide tout d'un coup qu'on a une idée, on va à l'atelier, non, c'est un vrai travail. Donc, et c'est particulièrement vrai en musique, je trouve. Il y a beaucoup d'artistes qui ont l'image des branleurs drogués, c'est-à-dire les Winkles, c'est-à-dire Stupéflip, plus récemment en Ressal, mais qui sont tous sauf des branleurs drogués. Enfin, si, ils sont drogués, quoi. Mais c'est pas des branleurs du tout. Et ça, c'est vrai. Il y a peut-être une autre distinction, je pense, qu'il faudrait faire, qui est celle entre drogue et antéogène. La drogue va être l'usage récréatif, occidental, complètement désincarné, sans transcendance, en fait. Tandis que l'antéogène, c'est une prise de psychotropes à des fins magiques, à des fins rituelles, à des fins religieuses, etc. Il faut quand même, je pense aussi, distinguer les deux. La racine, en fait, aujourd'hui, le geste d'une prise de drogue, aujourd'hui, est quand même aussi un geste assez désincarné, parfois. Ça dépend des drogues. Les drogues antéogènes, ce sont les hallucinogènes, les champignons. Ouais. Qu'on appelle. Vous mettre en relation avec le cosmos, enfin voilà, les pierres en lame, la plante, on voit ce qu'elle nous raconte, tout ça. Et ça, c'est spécifique. C'est vrai, l'ayahuasca, etc. Ça, c'est spécifique aux hallucinogènes. Mais c'est pas tel l'héros et l'héros, désormais, c'est quelque chose. Je voulais juste préciser que vous pouvez poser des questions librement, vous levez la main et je vous donnerai la parole. Donc déjà, si maintenant vous avez des questions, dites-moi. Moi, c'est par rapport aux artistes, aux auteurs, aux poètes, etc. Parce que quand j'étais au lycée, j'avais fait une anthologie sur le thème de l'alcool. Et j'avais mis autant des poèmes que des peintures. Et du coup, j'avais remarqué que beaucoup d'artistes comme Baudelaire, comme Apollinaire faisaient énormément de poèmes sur la drogue. Et je voudrais savoir s'il y a une explication de cette fascination des artistes pour la drogue. Alors, je pense qu'il y a pas une fascination, un intérêt des artistes pour des tactiques et en l'occurrence des produits pour accéder à quelque chose auquel ils n'arrivent pas à accéder. Bon, tout le monde. Donc les artistes ils cherchent des combines, ils cherchent des trucs pour essayer d'accéder à quelque chose
qu'ils ont, mais auxquels on ne peut pas accéder comme ça tout le temps. Certains. Alors ces artistes cognitifs, scientifiques, tout ça, mais je pense que quand même, quelque part, il y a des moments où oui, on a une idée, et après on va essayer de la transformer, même si c'est une idée extrêmement maîtrisée, tout ça. Et là sur ces artistes-là, c'est le contexte. Hein. On dit qu'en 1900, ou je ne sais pas plus, 10 ans après, il y avait 1700 fumées d'opium à Paris, hein. Donc quasiment autant que le bistrot. Donc ça imprégnait l'absinthe, c'était quand même un sacré alcool, c'était à 70 degrés. Hein. En plus, on ne savait pas très bien partout comment il était fabriqué, donc ils envoyaient en l'air sérieusement. Donc c'est aussi un contexte social qui fait qu'il y a des produits qui sont privilégiés et qui fonctionnent pour tout le monde. En effet, bon, les formes du les paradis artificiels, il y a plein, à cette époque-là, il y a beaucoup de productions qui sont en effet pas forcément dues aux psychotropes, mais les psychotropes, ce qu'on appelle psychotropes, l'alcool, le tabac, sont tellement prégnants que je ne sais pas comment les artistes pourraient l'ignorer, à part être nuche et aveugle, quoi. Donc voilà, et donc on est dans un contexte, et les artistes ils parlent aussi de leur contexte. Leur imaginaire il est rempli de ce qu'ils ont dans le contexte. Il y a un dessin de Charcot qui était présenté à l'exposition de 1870 ou 53. Charcot c'est un grand psychiatre là, à la fin du 19e, et on dit qu'il est inventeur de l'hystérie, il fait des présentations d'hystérique à sa pesquière, sur Freud ou beaucoup de personnes. Et il y avait un dessin de lui qui a fait le je crois, c'est en 1953, il a 27 ans, qui est un dessin sous hashish. Bon, c'est un grand dessin comme ça. Et ce qu'il a présenté, c'est des gargouilles, des Chinois qui fument l'opium, des mousquetaires à l'épée, une femme nue au milieu. C'est très Victor Hugo, Viollet-le-Duc, la cathédrale de Paris. Enfin, Notre-Dame, c'est vraiment un dessin sur la chiche qu'on peut dater parce qu'il montre. Et il est sur la chiche, et il écrit, puis il n'arrive pas à écrire, ça part un peu en tenouille. Mais toute l'iconographie qu'il y a dans ce dessin est datée de 1850. Maintenant, si un artiste faisait un dessin sur la chiche, il ne ferait pas la même chose. Peut-être qu'il fallait des bagnoles, des ordinateurs éclatés, je sais pas quoi. Bon, ça ne serait pas du tout les mêmes sujets. Donc ça dépend aussi du contexte dans lequel vous vivez et de ce que vous avez dans la tête qui a été accumulé pendant votre carrière, votre enfance. Vous disiez dans les paradis artificiels, quand ils se droguent, les bouchers font des rêves de bouchers. Oui, voilà, boucher. Enfin, donc c'est effectivement, voilà. c'est nos expériences qui conditionnent les visions. Voilà, on arrive à sortir ce qu'on a dans la tête, mais ce qu'on a dans la tête, c'est que c'est pas la même chose qu'au Xe siècle ou en 2019. Absolument. Mais du coup, si au final chaque période de l'histoire semble avoir sa drogue, quelles seraient au final les drogues qui correspondraient véritablement à notre époque, selon vous? Le shit, c'est un peu vieux quand même. Justement, ça Non, pourrait être intéressant. C'est plutôt les drogues de synthèse, à mon avis, instrument. Ah non, enfin, c'est vraiment juste. Moi, je pense que sur l'ecstasy et le shit. Parce que tout le monde fume du shit. Et Oui. des gens qui vont en soirée. Et là, c'est aussi aux États-Unis. Ah oui, ça c'est très intéressant. Ouais, en fait, Oui. Non, je pense pas. je voulais qu'on ait le micro. Pour la postérité, vaudrait mieux. Juste pour le point je vais parler en français, mais mon français, c'est pas mon première langue. On parle beaucoup sur le monde ouest, western culture. Oui. Il y a encore un monde qui est Plusieurs autres mondes. Oui, en plus, il y a un monde invisible. Donc le monde invisible, c'est accessible par plusieurs chemins. Un des chemins, c'est, on s'appelle ayahuasca. Est-ce que tout le monde a entendu de ce mot-là, ayahuasca? Donc, c'est en fait, il y a plusieurs possibilités. C'est une sorte de psychédélique. Et il y a beaucoup d'artistes qui ont déjà engagé depuis longtemps
Mais aujourd'hui, je crois, votre question, c'est plus en plus, c'est plus en plus venir dans le monde western. Aussi, on parle d'une drogue qui s'appelle mescal. Mescal, c'est une forme de peyote. Et déjà, quelqu'un comme Henry Michaud utilisait beaucoup de mescal dans son travail. Et pour accéder à une certaine créativité, une liberté. Donc, cette liberté, effectivement, c'est très très bien accessible par rapport aux psychotropes comme j'ai parlé. Ayahuasca, c'est très pratiqué par les chamans, c'est très pratiqué par les Péruviens. Ils ont créé une sorte de travail qui ressemble chacun dans ce monde-là. La chose avec le western, le culture western, c'est très très simple. C'est traduit et encore digéré dans des autres formes. Donc on est plusieurs. Il y a tellement des artistes qui travaillent sur cette forme-là. Des artistes sont connus, pas pour le marché certainement. Je peux mentionner des noms, mais personne ne va raconter ces noms-là. Par contre, c'est présent, c'est très présent. Je voulais juste faire ces points. Donc, n'oubliez pas, le psychotrope sud-américaine, les plantes amazoniennes, c'est très très important pour un accès différent que les drogues qu'on a parlé de stupéfiants, marijuana, etc. Ça, c'est très normal. Celle-là, c'est plutôt une sorte de soigner, on dit soigner, des problèmes d'addiction, des problèmes de l'intérieur, des problèmes de la conscience, de western, de culture western. Après, on parle plus qu'on connaît aussi, parce que ça, ce dont tu parles, c'est aussi tout le chamanisme. Tout ça. Exactement, c'est entré dans le chamanisme. Mais je notais un artiste, peut-être c'est le plus important de ce monde-là, il s'appelle Luis Tamani. C'est un artiste qui ressemble à beaucoup de différents artistes. Par contre, son facilité avec le pinceau et son manière d'illustrer qu'est-ce qu'il voit, c'est quand même intéressant. Donc, mais bien sûr, il y a plein. Et aussi, je voulais ajouter, dans les années 40, il y a Jackson Pollock, qui était une grosse alcoolique. Il en est mort. Il est cassé le fond de tableau. Il a créé action painting avec son alcoolisme. Il était bourré quand il a créé son travail. Comment on a créé un travail aussi fluide, sans la réflexion de l'image qu'on créait? C'est lui qui a créé ça. C'est discutable. Oui, c'est discutable, mais le nom m'échappe, mais c'est quand même une femme qui a créé l'action painting. Oui, c'est bien sûr, c'est vrai. Et elle avait beaucoup d'influence, bien sûr. Mais bon, c'est juste c'est intéressant, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais par exemple, en fonction des produits, on ne produit pas les mêmes œuvres. Et par exemple, les Pollock, qu'on voit danser là, dans son film de Islamout, c'est ça. C'est un truc d'alcoolique, hein. C'est pas un truc d'héroïnomane qui serait lui étalé comme ça, et puis qui va bon pour faire des dessins. C'est pas un truc d'hallucinogène. C'est pas. Le mec sous hallucinogène, il fait du show, quoi. Il fait des petits trucs comme ça, il passe des heures à faire 200 km², parce que dans les 200 km², il y a un monde absolument infini. Singularité. Voilà, et puis il y a tout l'action painting, enfin la peinture comme ça, où il répand le liquide. On peut imaginer que c'est un truc d'alcoolique. Il se répand, ça coule. C'est il se fâche l'alcool, peut-être. Bon, on va peut-être un peu loin, mais je pense que les produits, il faut pas.